C'est le retour de votre émission qui revient chaque mois sur les Blu-ray 4K, les DVD qui sont rentrés dans la collection du Ocho Picture Club. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. En tout cas, nous, de notre côté, on n'a pas chômé comme vous avez pu le voir. Et après cette longue pause estivale, préparez-vous à plonger à nouveau dans l'esprit Vidéo Club, le lieu d'échange des passionnés du cinéma et du support physique avec l'inventaire. Et la pause estivale au Ocho Picture Club a été synonyme de découvrir et de faire découvrir. Et sans plus attendre, donc on va commencer par un petit peu les films qui ont bercé notre enfance et qui ont sûrement bercé la vôtre aussi, avec une petite sélection. Voilà, je pense que vous reconnaissez les titres là-dedans. Quand on dit plaisir coupable, ça ne veut pas obligatoirement dire mauvais film. Bon là, en l'occurrence, c'est peut-être un peu le cas quand même. On commence avec Bloodsport, avec une réédition 4K. Oui, vous allez me dire, est-ce que ça le méritait vraiment? Écoutez, je ne pense pas, mais bon, en tout cas, comme je vous l'ai dit, c'est un plaisir coupable. Revoir Jean-Claude, des coups de tatane, venger son ami de combat, le voir arpenter les rues de Kowloon, cette cité de Hong Kong qui est maintenant a été détruite, c'est un pur plaisir. Réécouter cette musique qui a bercé notre enfance, toutes ces choses-là font que redécouvrir Bloodsport a été malgré tout un vrai plaisir. Le premier film, on va dire, intéressant de la filmo de Jean-Claude Van Damme. Pourquoi intéressant? Parce qu'en fait, Jean-Claude Van Damme a mis son grain de sel dans notamment le montage des scènes d'action pour les rendre beaucoup plus dynamiques, parce qu'il avait le premier montage qui ne lui plaisait pas. Et donc, c'est intéressant de voir un petit peu ce que pouvait donner le film avant et ce que lui a pu apporter dans les scènes d'action. Et on sait très bien que quand on regarde un film de Jean-Claude Van Damme, c'est principalement pour ses séquences d'action. Deuxième plaisir coupable, et là on passe de 1988 à 1990 avec Pretty Woman de Gary Marshall. Le monsieur comédie romantique des années 90, il va enchaîner après Pretty Woman avec Frankie et Johnny, avec Al Pacino. Il va ensuite faire Valentine's Day, Runaway Bride, bref, un nombre incalculable de comédies romantiques. Et il a pour lui d'avoir un scénario bien huilé. Pretty Woman en est l'exemple. C'est-à-dire que voilà, vous le voyez 30 ans plus tard, vous êtes toujours touché par les émotions, vous êtes toujours touché par ce que renvoie Julia Roberts, vous êtes touché par cette histoire qui est, oui, une histoire de Cendrillon, hein, c'est une relecture du mythe de Cendrillon. Donc au final, vous passez toujours un très bon moment, et c'est un peu plus qu'un plaisir coupable. Après Bloodsport en 1988, Pretty Woman en 1990, on passe maintenant en 1996 avec Twisters. Sauf que là, vous allez me dire, mais Stan, c'est pas le Twisters des années 90 celui-là. Tout à fait. C'est son remake de 2024, donc de l'été dernier, qui était un des blockbusters, bon, qui malheureusement s'est un peu planté, mais un des blockbusters de l'été dernier. Et pourquoi je vous en parle? C'est l'exemple même du remake réussi qui prend le matériau de base, le film de 1996, et réussit à le mettre au goût du jour, tout en ne jouant pas sur la fibre nostalgique. Il va prendre des sujets d'actualité, le réchauffement climatique, des acteurs de la nouvelle génération qui sont tous excellents, et Lee Isaac-Chung, le réalisateur de ce remake, a une réal extrêmement efficace elle aussi, que ce soit dans des séquences calmes où il va nous faire des travelling arrière qui vont passer de l'extérieur de la voiture, on passe à l'intérieur de la voiture, on ressort, où on suit vraiment le mouvement des personnages, qui vont choper des petits éléments du décor qui auront leur importance plus tard, aux scènes d'action qui sont aussi extrêmement bien captées, je trouve que c'est vraiment un remake réussi et que je vous conseille fortement. Parmi tous ces films qui ont bercé notre enfance, ces films de la nostalgie, ces films du plaisir coupable, quand on les revoit, on a des films qui correspondent aux souvenirs qu'on pouvait en avoir, tels que Pretty Woman. On a ceux qui sont au-dessus du souvenir qu'on pouvait en avoir, comme Twisters, même si là, en l'occurrence, c'est un remake. Et puis il y a ceux qui nous déçoivent un peu, comme Bloodsport, ou comme Mission Cléopâtre, ici dans sa version 4K. Alors commençons par les points positifs. La version 4K, le mastering, le dépoussiérage de ce film est magnifique. Il y a 2-3 plans cracra qu'ils n'ont pas réussi à récupérer, mais même les plans numériques qui sont quand même bien débrouillés pour nous ressortir une image correcte. La pause estivale, c'est toujours un moment où on peut faire découvrir des films à notre famille ou à nos amis. Et là, c'était le cas. Donc quand on regarde ça en famille avec un public plus jeune, on se rend compte que c'est un film qui ne marche plus.
l'humour était beaucoup trop contextualisé. C'est-à-dire que quand on vous parle d'Itinéris, je suis pas sûr qu'un gamin de 15 ans ou de 20 ans sache ce que c'est qu'Itinéris. Et là, on se rend compte que Mission Cléopâtre, malheureusement, reposait énormément là-dessus, avec un scénario qui est extrêmement fin, qui est juste un concours entre Cléopâtre et César, pour montrer en gros quelle est la plus grande des civilisations. Bon, bah voilà, c'est quand même assez court. J'aime beaucoup Alain Chabat, j'ai grandi avec Alain Chabat. Quand je le vois actuellement, quand je le vois en tant qu'acteur et quand je le vois dans ses dernières productions, j'apprécie. Mais il faut reconnaître que Mission Cléopâtre, eh ben, fait quand même très daté, alors qu'il ne date que de 2002. Comme je vous l'ai dit, la période estivale, c'est la période où on redécouvre des films, où on découvre aussi des films. Et pour moi, ça a été le cas avec, bah écoutez, on a tous des manquements dans notre cinéphilie. Ça a été le cas avec ces deux films que sont Le Voyeur de Michael Powell et Les Diaboliques de Clouzot. Je commence chronologiquement par Les Diaboliques de Henri-Georges Clouzot, qui est un de mes réalisateurs préférés. On l'a déjà évoqué dans l'émission, c'est le réalisateur du Salaire de la peur, qui a été remaké par Friedkin avec The Sorcerer. De excellents, excellents films. J'aime découvrir ces films français des années 50, qui sont d'une époque où la France rayonnait sur le reste du cinéma mondial et influençait le reste du cinéma mondial. Quand on le regarde, clairement, heu, Stanley Kubrick pour Shining s'en est inspiré. Quand on regarde encore plus profondément, on se rend compte que Hitchcock, pour Psychose, s'en est inspiré. Toute la force du film réside dans le fait qu'on ne s'attarde pas sur le crime en soi, mais sur les dilemmes moraux qui vont en découler. On passe d'un film policier, avec la disparition d'un corps, à un film de fantôme. Fantôme qui va hanter de façon métaphorique et aussi de façon, et c'est là le plus intéressant, littérale. C'est-à-dire qu'on aura vraiment un fantôme, un film de fantôme. Donc on est surpris, on est constamment surpris par ce film, d'autant plus il est dans une édition, on peut remercier la collection La Séance, qui, quand vous lancez le film, nous remet vraiment dans l'époque, car avant, en 1954, il n'y avait pas encore de télévision, les foyers français n'étaient pas équipés de télévision, et donc pour avoir les informations, donc soit on lisait le journal, soit on allait au cinéma, où les informations du moment nous étaient projetées. Et aussi, on a les publicités de l'époque, et certaines publicités sont assez impressionnantes en termes de réalisation. Donc, il y a énormément de choses à dire sur Les Diaboliques, mais comme vous le voyez, c'est un épisode un peu spécial de rentrée. Donc, je passe rapidement sur Les Diaboliques, mais ne ratez pas ce film. Le Master 4K est juste incroyable aussi. Voilà, allez-y. Je vous parlais de l'influence du cinéma français de l'époque sur le cinéma notamment américain, le cinéma mondial de manière générale. Donc en voilà un bon exemple avec Peeping Tom ou Le Voyeur de Michael Powell, réalisateur des Chaussons Rouges, réalisateur extrêmement formaliste, extrêmement, oui voilà, sur le détail. C'est-à-dire que la première chose qui vous tape à l'œil quand vous regardez ce film, c'est les couleurs du décor. D'ailleurs, Michael Powell disait que après le scénariste, la personne la plus importante sur un tournage était le décorateur. Peeping Tom, Le Voyeur, est un film qui a marqué son temps, mais aussi marqué son réalisateur. Michael Powell avait surtout habitué son public à des films assez classiques. Et là, il arrive quand même avec l'histoire d'un chef opérateur qui va tuer des prostituées ou tuer ce qu'il pense être des femmes faciles. Michael Powell voulait nous dire, bah écoutez, si vous voulez à un moment donné comprendre les crimes de ces personnes-là, il faut arrêter de les traiter comme des monstres. Et voilà, et donc il a vraiment grillé sa carrière avec ce film, mais quel grand film. Et on va terminer notre plongée dans les films patrimoniaux avec Ran, la réédition de Ran, comme vous pouvez voir, magnifique réédition, qui comprend, je le fais rarement, mais on va faire un petit opening, qui comprend, eh bien, les films dans un magnifique fourreau. Vous avez le Blu-ray 4K, la BO, voilà. Donc on est vraiment, 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 vraiment gâtés. On a différents posters, et puis on a surtout un magnifique livret avec plusieurs auteurs de renom et critiques de renom, anglo-saxons, français, qui vont revenir, écoutez, sur ce film qui aura marqué l'histoire du cinéma. Alors Ran, c'est un peu particulier parce que c'est un film que Kurosawa réalise en 1985, après avoir fait Kagemusha. Kagemusha qui avait plus ou moins plu, on va dire,
Mais en fait, voilà, on peut dire que le gros du cinéma de Kurosawa se situait avant, dans les années 60-70. Donc ce qu'il faut dire, c'est que c'est une relecture du Roi Lear de Shakespeare, hein. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, bah, vous allez voir un film ici avec des images que vous n'avez jamais vues et que vous ne reverrez certainement jamais, où tout est tourné en décor naturel. Ils ont fait construire un château sur le mont Fuji. Les costumes, voilà, parce qu'on lui a reproché sur Kagemusha notamment de ne pas trop bien comprendre lors des batailles, bah, qui était qui. Là, vous voyez qu'il a choisi des couleurs très tranchées, du rouge, du bleu, du jaune, pour qu'on comprenne lors des combats, bah, qui est qui. Donc là, vous allez avoir des combats incroyables, des décors naturels incroyables, avec des acteurs japonais au firmament et bien évidemment magnifié par un master 4K de toute beauté. Voilà. Voilà, pareil, vous avez un bonus aussi qui vous explique comment ils ont réussi à restaurer, et c'est la France, Cocorico, qui a restauré ce film. Oui, ce qu'il faut savoir aussi, pourquoi c'est la France qui a restauré ce film, c'est parce que le producteur de ce film est français. Vous savez, c'est ces films qui sont intéressants par eux-mêmes et aussi par l'histoire de leur genèse. Vraiment, Ran, quel bonheur de le redécouvrir dans ce master et quel bonheur, bah, voilà, d'édition. Voilà, c'est vraiment une magnifique, magnifique, réédition. Donc merci Studio Canal. On va conclure rapidement, eh ben, écoutez, cette émission, qui est déjà assez longue, avec, bah, un petit coup de projecteur sur, bah, du Quentin Dupieux. Quentin Dupieux, vous savez, un réalisateur très prolifique qui va réaliser 1 à 2 films par an. Et ce qui est très, très fort, c'est que, bah, il arrive à nous faire certes des films qui ne vont durer qu'1h10, mais à chaque fois avec un propos ou une analyse du monde du cinéma ou de l'audiovisuel actuel qui est, je trouve, extrêmement pertinente. Pour pouvoir rentrer, dans le cinéma de Quentin Dupieux, c'est pas toujours chose aisée, mais si je dois conseiller un film, c'est vraiment Yannick. Yannick, l'histoire de ce spectateur mécontent de la pièce de théâtre à laquelle il assiste, qui se lève et qui coupe, bah, justement, la représentation. Donc voilà, ça dure 1h10. Commencez par là, c'est extrêmement efficace. Raphaël Quenard est exceptionnel, Pio Marmaille aussi. Voilà, enfin tout le monde est vraiment très très bon dedans. Vous allez passer un très bon moment. Vous avez ensuite deuxième acte qui a été fait dans la foulée, toujours avec Raphaël Quenard. Là, on a aussi Lindon qui est là, dans un peu quelque chose de différent. Là, on est dans un film un peu moins social, hein. Donc là, on est dans un film un peu plus méta sur le monde du cinéma, sur le monde de l'acting, de la comédie, sur le monde aussi de la réalisation. Je ne vous expliquerai pas pourquoi. En tout cas, avec ce film, vous allez rire, je vous l'assure. On enchaîne ensuite avec Incroyable mais vrai. Donc là, on est dans un film qui est un peu plus fantastique. On se rapproche un peu de ce qu'a pu faire Quentin Dupieux avec Réalité, bah, d'ailleurs aussi avec Alain Chabat. Là, on a De Moustier qui arrive, on a Benoît Magimel, on a Léa Drucker aussi dedans. Léa Drucker et Alain Chabat, qui sont mariés, arrivent dans cette maison qui a une particularité. Il y a un trou dans cette maison, et lorsque l'on passe dans ce trou, on se retrouve propulsé dans le futur. Voilà, je vous laisserai découvrir la suite. Et puis on termine par Le Dain, qui est sûrement mon film ou un de mes films préférés avec Reality de Quentin Dupieux. Là, ça va être très compliqué de vous le résumer. Je vais vous le résumer, mais à mon avis, ça va pas vous le vendre. Mais vraiment, regardez-le. Dujardin est incroyable. Quelle est cette histoire? Jean Dujardin vient de quitter sa femme et il a une passion pour le daim, l'animal, et aussi tout ce qui est en daim. Donc ça va commencer par un blouson en daim, puis un pantalon en daim, des chaussures en daim. Il va devenir un véritable daim. Et il s'improvise réalisateur. C'est un film qui est très spécial, mais sur la dépression post-divorce, si je puis dire, j'ai rarement vu un film qui touchait aussi juste. Voilà, j'adore le daim, allez-y à fond. Mais bon, je peux pas terminer cette émission sans vous parler de films un peu d'horreur, hein, parce que vous savez, c'est un petit peu l'ADN de l'Auto Picture Club. Relecture de Hansel et Gretel, d'ailleurs littérale, qui s'appelle Gretel et Hansel. Donc on va se focaliser sur le personnage féminin. À vrai dire, c'est même un film qui nous traite de la féminité, qui va revisiter, eh bien, le mythe de la sorcière. C'est sublime. Encore une fois, c'est le réalisateur de Longlegs, du récent Monkey. Visuellement, vraiment, vous en aurez plein les yeux. Allez-y, c'est de toute beauté. Motherland de Alexandre Aja, réalisateur que je suis depuis son deuxième film. On va passer sur Furious, on va dire son deuxième film, c'est Haute Tension, et qui après a eu une longue carrière et a toujours une carrière américaine. Ici, il s'est allié à Ali Berry. Ali Berry qui fait, on va dire, un retour parce qu'on la voit quand même beaucoup moins. Comme pour Hansel et Gretel, on est
dans la forêt, cette fois-ci dans un quasi huis clos, avec cette maman jouée par Halle Berry et ses 2 enfants qu'elle interdit de sortir. Pourquoi? Parce que le mal est à l'extérieur de la maison, elle peut leur donner des hallucinations et les emmener et pour finalement les tuer. Alexandre Aja ici nous montre encore qu'il connaît sur le bout des doigts ses classiques, nous montre aussi qu'il maîtrise la technique. Quand il choisit une caméra, c'est pas pour rien. La photo est sublime, que ce soit en intérieur ou que ce soit dans la forêt. La forêt a été rarement aussi bien captée et les acteurs, que ce soit les enfants ou Halle Berry, sont incroyables. Et on termine cette émission par mon film de l'été qui n'est autre que The Assessment ou L'évaluation de Fleur Fortuné. Fleur Fortuné, réalisatrice de clips avant tout pour Pharrell Williams, pour Travis Scott, pour M83 et qui ici passe à l'exercice du long métrage et on peut dire que c'est avec brio. D'autant plus qu'elle s'attaque à un genre qui est le genre du film d'anticipation. C'est un genre de film qui doit vraiment vous interroger sur votre présent en parlant d'un futur hypothétique. On commence, on ne sait pas véritablement où on est dans une maison voilà, futuriste avec un genre qui est entre le brutalisme et un petit peu un genre d'habitation anglaise. On va retrouver aussi le bureau d'études, on va dire ça comme ça, ou d'expérience du mari, qui est lui par contre extrêmement moderne. Et on va extrêmement numérique, parce que lui, en fait, le mari essaie de recréer dans un premier temps la peau d'un chimpanzé et n'arrive pas encore à avoir la juste texture. Alors qu'elle est vraiment avec les plantes, à toucher le terreau, à vraiment avoir quelque chose dans l'organique. On est vraiment dans carbone et silicium. Donc on a ce couple qui souhaite avoir un enfant, sauf que dans ce futur hypothétique, pour avoir un enfant, il faut que vous soyez jugé, évalué. Assessment, assess, ça veut dire évaluer. Et donc on a le personnage d'Alicia Vikander qui va arriver dans leur couple, qui va rester une semaine pour les analyser, pour voir s'ils sont aptes à avoir ou à être autorisés à avoir un enfant. Le film n'a malheureusement pas eu de sortie cinéma, il est directement sorti sur Prime Video, il est encore disponible sur Prime Video. Donc allez-y, c'est vraiment ma reco de l'été, film incroyable The Assessment, l'évaluation en français. Allez-y de Fleur Fortuné, bravo encore à elle et on attend avec impatience son prochain long métrage. Et c'est ainsi que se termine notre émission retour sur les films estivaux. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'émission en commentaire. N'hésitez pas aussi à me proposer d'éventuels films. Et on essaiera de les aborder dans les prochaines émissions. Et moi je vous dis au mois prochain.